Après avoir quitté mon travail, j'ai acheté la maison de mes rêves au bord d'un lac pour guérir. Quelques jours plus tard, ma mère a appelé, nous emménageons demain. Ton père a dit que c'était d'accord. Je suis resté figé. Elle a même ajouté, si ça ne te plaît pas, tu peux trouver un autre endroit. Mes mains étaient stables, et j'ai souri. J'ai préparé une surprise pour leur arrivée. Je m'appelle Amélie et j'ai 29 ans. J'avais passé des années à imaginer le moment où je pourrais enfin respirer sans sentir une pression m'écraser la poitrine, le jour où je me choisirais, sans m'excuser. Et ce moment est arrivé tranquillement, le matin où j'ai quitté mon travail. Il n'y a pas eu de discours dramatique, pas de porte claquée, juste un courriel calme et un doigt tremblant planant au-dessus du bouton « Envoyer ». J'ai déménagé dans une maison isolée au bord d'un lac dans les Vosges, un lieu de bois de cèdre et de brume. Mais ma paix a été brisée par une simple vibration. Ma mère appelait. Bienvenue sur la chaîne du retour de bâton. Je suis assise dans mon jardin aujourd'hui, à regarder les poissons nager paisiblement. Cela me rappelle que la vie n'est pas toujours aussi calme que la surface le suggère, un peu comme la maison tranquille qu'Amélie a trouvée. D'où nous regardez-vous? Avez-vous un endroit paisible préféré ou votre propre jardin? J'adore lire des choses sur votre monde. Maintenant, retournons à Amélie alors que sa tranquillité est soudainement brisée. Tout dans ma nouvelle maison sentait le cèdre et la terre humide. C'était un sanctuaire sensoriel, loin des lumières fluorescentes et de l'anxiété bourdonnante et constante du cabinet d'avocat. Pendant 3 jours, j'avais vécu dans un monde où le seul horaire était celui de la brume se levant sur l'eau. Puis le téléphone a sonné. Le nom de Martine sur l'écran ne ressemblait pas seulement à un appel, c'était comme une violation de ma sécurité. Je l'ai fixé jusqu'à la dernière sonnerie, mon estomac se nouant en un nœud familier et douloureux. Quand j'ai finalement répondu, il n'y a pas eu de « bonjour ». Il n'y a eu aucune question sur ma santé ou sur la manière dont je m'installais dans la maison à 470 000 € que je venais d'acheter avec chaque centime de mon travail indépendant. Au lieu de cela, sa voix est arrivée comme une convocation. « Nous emménageons demain », a-t-elle dit. Le ton était plat, final, et portait le poids de quelqu'un qui supposait que ma vie n'était qu'une simple annexe de la sienne. « Ton père a dit que c'est d'accord », a-t-elle ajouté, comme si le silence passif de Gérard était un sceau d'approbation légale. J'étais assise sur ma terrasse en bois, l'air froid me frappant le visage, mais je ne sentais rien d'autre qu'une clarté soudaine et vive. Pendant une seconde, mon esprit a essayé de trouver un moyen de les accommoder. C'était l'ancienne Amélie, celle qui voyait ses parents comme une dette qui ne pourrait jamais être entièrement remboursée. Mais l'analyste juridique en moi a pris le dessus. J'ai réalisé que Martine ne demandait pas une chambre. Elle organisait une prise de contrôle hostile. Elle a même ajouté avec un ton plus froid et plus tranchant, « Si ça ne te plaît pas, tu peux trouver un autre endroit ». L'audace de cette phrase m'a frappé comme un coup physique. Elle me disait de trouver un autre endroit où vivre dans la maison dont j'étais propriétaire. Mes mains tremblaient, mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je ne l'ai pas supplié de comprendre mon besoin d'espace. Au lieu de cela, une concentration étrange et électrique s'est installée en moi. J'ai souri, bien qu'elle ne puisse pas le voir. J'ai réalisé qu'elle venait de me donner la dernière preuve dont j'avais besoin pour cesser d'être une fille et commencer à être une propriétaire. J'ai raccroché le téléphone sans un mot de plus. Le silence du lac est revenu, mais il était différent maintenant. C'était le silence d'une salle d'audience avant l'entrée du juge. J'ai marché jusqu'à mon bureau, mes pas résonnant sur le parquet. Je n'ai pas ouvert une valise pour faire mes bagages. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ouvert un fichier que j'avais discrètement tenu à jour pendant des années, un dossier que j'appelais « le grand livre familial ». Ce n'était pas une dépression. C'était un bilan comptable. Au moment où la lune était haute au-dessus des pins, le tremblement de mes doigts s'était arrêté. Je n'étais pas la victime d'une invasion. Je préparais une surprise pour leur arrivée. J'ai ouvert le tableur que j'avais gardé caché dans un lecteur protégé par mot de passe pendant 3 ans. La plupart des gens gardent des photos de leurs parents dans leurs archives numériques. Moi, je gardais des reçus. Alors que la lumière bleue de l'écran de l'ordinateur se reflétait dans mes yeux, j'ai réalisé que je n'avais pas été une fille pour Martine et Gérard depuis longtemps. J'avais été une investisseuse silencieuse dans leur version d'un style de vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Ma compassion avait été un luxe sur lequel ils étaient à découvert depuis plus d'une décennie. Et ce soir-là, le compte atteignait enfin 0.
J'ai commencé à faire défiler. Ça a commencé petit, 2700 € pour une réparation de voiture qui ne semblait jamais avoir lieu, 720 € pour une facture de service public qui était soi-disant à une semaine d'être coupée. Mais ensuite, les chiffres ont commencé à enfler, fleurissant comme des bleus sur une page. Sur 12 ans, le total était stupéfiant, 105 000 €. C'était le prix de mon statut de « bonne fille ». C'était des frais d'abonnement que j'avais payés mensuellement pour maintenir la paix, pour empêcher ma poitrine de se faire écraser, et pour maintenir en vie l'illusion d'une famille. Une entrée spécifique m'a coupé le souffle, les 22 000 € que j'ai envoyés quand j'avais 24 ans. Je me souviens très bien de cette année-là. Je travaillais 80 heures par semaine au cabinet, vivant de café froid et d'adrénaline, dormant à peine. Martine m'avait appelé, hystérique, affirmant que Gérard avait besoin d'une opération d'urgence de la vésicule biliaire et que leur assurance avait une franchise énorme qu'il ne pouvait pas payer. Gérard était en arrière-plan, silencieux comme toujours, sa présence agissant comme un renfort silencieux pour ses mensonges. Je n'ai pas hésité. J'ai vidé mes modestes économies et contracté un prêt personnel pour couvrir le reste. Je pensais que je sauvais la vie de mon père. 3 mois plus tard, j'ai pris l'avion pour une visite surprise. Il n'y avait pas de cicatrice chirurgicale sur Gérard. En fait, il semblait confus quand je lui ai demandé comment il se remettait. Mais je l'ai vu. Caché au fond du placard de Martine se trouvait un sac à main de créateur en édition limitée qui coûtait exactement 5 500 €, et une série de reçus de spa haut de gamme qui justifiaient le reste. Il n'avait pas utilisé l'argent pour un lit d'hôpital. Il l'avait utilisé pour des vacances de luxe pendant que je travaillais jusqu'à l'épuisement pour rembourser le prêt. Quand j'ai confronté Martine, elle ne s'est pas excusée. Elle m'a juste regardé et a dit « Tu as tellement de choses, Amélie. Pourquoi ta mère ne pourrait-elle pas avoir quelque chose de bien, elle aussi ?» C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon amour était traité comme une marchandise. J'étais une ressource à récolter, pas un être humain à chérir. Assise là, dans ma maison au bord du lac, en regardant le total 105 000 €, j'ai senti une vague du biais des coûts irrécupérables essayer de me tirer vers le fond. Une voix dans ma tête a murmuré que, puisque j'avais déjà tant donné, je pourrais aussi bien donner cela. Je pourrais aussi bien leur laisser la chambre d'amis. Mais ensuite, j'ai regardé le lac. La brume était épaisse et grise, cachant l'eau, mais je savais que les profondeurs étaient froides et impitoyables. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait d'un audit. J'avais été la banque de la famille pendant 12 ans, et la banque était officiellement fermée. J'ai commencé à rédiger une liste détaillée de chaque euro que je leur avais envoyé, chaque urgence, chaque prêt, chaque cadeau qui avait été obtenu par la culpabilité. Je n'ai pas convoqué le regret car il n'y avait pas de place pour lui. Il n'y avait que le bilan. J'en avais fini d'être une fille avec un abonnement. À 6 heures du matin, le silence de la maison a été rompu, non pas par le cri d'un huard, mais par la vibration vive et persistante de mon téléphone sur la table de chevet. Je n'ai même pas eu besoin de regarder l'écran pour savoir qui c'était. Martine ne comprenait ni les fuseaux horaires ni les limites, elle ne comprenait que ses propres besoins. J'ai pris l'appareil et j'ai vu une photo. C'était un cliché granuleux d'un camion de déménagement jaune vif garé dans une allée que je ne connaissais que trop bien. La légende disait « Tout est chargé. Nous devrions être là vers midi. Assure-toi qu'il y a de la place dans l'allée pour la rampe. » J'ai regardé l'image de l'énorme camion jaune, me demandant quelle carte de crédit ils avaient utilisée jusqu'à la limite pour le payer, ou s'ils avaient utilisé les derniers restes de l'argent volé du crédit hypothécaire pour financer cette invasion finale. Ils dépensaient leurs dernières miettes sur un pari, pariant que je serais trop faible pour les refuser une fois qu'ils seraient garés sur mon gravier. Je n'ai pas sauté du lit. Je n'ai pas ressenti le besoin frénétique de l'appeler pour crier qu'elle ne pouvait pas venir. Je me suis simplement assise, l'air froid de la montagne me donnant la chair de poule, et j'ai regardé les messages commencer à affluer comme une séquence d'attaques scénarisée. Martine passait à son mode de combat principal, la carte de la mère sacrificielle. « Je n'arrive pas à croire que tu sois si difficile à ce sujet », disait le texto suivant. « Après tout ce que ton père et moi avons fait pour toi. Je t'ai porté pendant 9 mois. J'ai passé 20 ans à m'assurer que tu aies tous les avantages. Nous avons sacrifié notre jeunesse pour que tu puisses avoir ce diplôme prestigieux et ce grand emploi en ville. Et maintenant, alors que nous sommes dans une situation difficile, tu veux nous traiter comme des étrangers. C'est déchirant, Amélie. Vraiment déchirant.
J'ai fixé les mots « 9 mois ». Dans ma vie antérieure, ces mots auraient été une laisse, me ramenant à un état de soumission coupable. Mais en les regardant à travers le prisme d'une analyste juridique, j'ai vu un contrat défectueux. Un bail biologique de 9 mois n'accorde pas un droit de squatter à vie sur la santé mentale ou la propriété d'une fille adulte. Ma mère ne me voyait pas comme une personne. Elle me voyait comme un compte d'épargne à haut rendement qu'elle avait décidé de liquider sans préavis. Puis sont venus les renforts. Gérard a finalement rompu son silence, bien que ce soit clairement dicté par Martine. Amélie, sois une grande personne ici, disait son texto. Ta mère est sous beaucoup de stress. Nous avons déjà donné notre préavis pour notre logement, et les nouveaux locataires emménagent demain. Nous n'avons littéralement nulle part où aller. Ne brise pas le cœur de ta mère pour une chambre d'amis. Nous sommes une famille. La famille s'entraide. La manipulation était parfaite. C'était un mouvement de tenaille mêlant culpabilité et urgence, conçu pour me faire sentir comme un monstre si je ne rendais pas mes clés. Ils avaient intentionnellement brûlé leur propre pont pour s'assurer que je sois forcé de leur en construire un nouveau. C'était une manœuvre calculée pour me piéger dans un coin où mes seuls choix étaient, la fille obéissante, ou, la méchante de la famille. Je me suis tenu près de la fenêtre et j'ai regardé la brume se retirer du lac. J'ai ressenti une curiosité étrange et détachée. Je me suis demandé s'il réalisait que dans tous ces textos, dans toute cette grandiloquence émotionnelle, pas une seule fois il n'avait demandé si j'allais bien. Pas une seule fois il n'avait demandé pourquoi j'avais quitté mon travail ou si j'étais heureuse. Il ne venait pas me voir. Il venait occuper une ressource. La prise de conscience ne m'a pas fait mal. Elle a tout simplifié. Je n'ai répondu à aucun message. Je ne leur ai pas donné le carburant d'une dispute. Les disputes sont pour les gens qui pensent encore qu'il y a un terrain d'entente à trouver. Je suis allé dans la cuisine, j'ai préparé une cafetière de café noir, et je me suis rassise devant mon ordinateur portable. S'ils voulaient jouer à un jeu d'occupation à haut risque, très bien. Mais ils entraient dans une salle d'audience, pas dans une réunion de famille. Je n'ai pas répondu au téléphone quand il a sonné à nouveau 10 minutes plus tard. Je n'ai même pas regardé l'écran pour voir le visage de Martine. Dans mon ancienne vie, j'aurais fait les 100 pas dans la cuisine, mon cœur battant contre mes côtes, répétant une douzaine de façons différentes de dire « non » sans paraître ingrate. Mais cette Amélie était partie. Elle avait été remplacée par une version de moi qui considérait toute cette situation comme une fusion d'entreprises ratée. Mes parents étaient la filiale tentant une prise de contrôle hostile de la société mère, et j'étais l'analyste juridique embauché pour y mettre fin. J'ai décidé de mettre en œuvre la méthode de la « roche grise ». C'est une technique psychologique que j'avais étudiée pendant mes mois les plus sombres au cabinet. Le but est de se rendre aussi inintéressant, aussi peu réactif et aussi froid qu'un simple galet gris sur le sol. C'était un moyen de priver Martine du drame dont elle se nourrissait. En devenant une roche grise, je choisissais d'être un non-événement, quelqu'un qui n'offre aucun carburant émotionnel, peu importe à quel point ils insistent ou provoquent. Pour un narcissique, le silence est la salle d'audience suprême, et j'étais sur le point de lui infliger une peine à perpétuité. On ne discute pas. On n'explique pas. On ne se défend pas. Les narcissiques comme Martine se nourrissent de réactions émotionnelles, qu'elles soient positives ou négatives. En devenant une roche grise, je lui coupais son apport en oxygène. Je n'allais pas lui donner le plaisir d'une dispute à grands cris ou la satisfaction de mes larmes. Je devenais un non-événement. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable. Je n'écrivais pas une lettre à ma mère, je rédigeais un contrat de location à court terme formel. J'ai utilisé le même langage clinique et détaché que j'avais utilisé pendant des années dans des litiges à enjeux élevés. J'ai énuméré les termes avec une précision létale. Loyer mensuel, 3 200 €. Le prix exact du marché pour une propriété de luxe au bord d'un lac dans ce comté. Dépôt de garantie, 6 500 €, dû en totalité à l'entrée. J'ai ajouté des clauses sur les heures de tranquillité commençant à 21 h, une politique anti-tabac strictement appliquée, et une disposition selon laquelle toute modification permanente de la propriété entraînerait une expulsion immédiate. Ensuite, j'ai joint le tableur du grand livre familial en annexe. Je l'ai intitulé « Relevé des contributions familiales exceptionnelles, 2014 à 2026 ». Je voulais qu'il voie le chiffre 105 000 € en noir et blanc. Ce n'était pas un appel émotionnel pour qu'il reconnaisse mon sacrifice.
C'était un bilan de la dette qu'ils avaient déjà accumulée. C'était la preuve que l'abonnement de ma loyauté avait été payé en totalité et que la facture était désormais impayée. Je n'ai pas renvoyé de texto. Je n'ai pas rappelé Gérard. Au lieu de cela, j'ai envoyé un courriel formel à leur compte partagé. L'objet était « Termes et conditions pour une occupation potentielle ». J'ai limité le corps du courriel à une seule phrase froide, « ci-joint les exigences légales et financières pour votre séjour dans cette résidence privée. Veuillez les examiner et faire notarier tous les documents avant votre arrivée. » J'ai cliqué sur « Envoyer ». J'ai ressenti un étrange sentiment de pouvoir. Pour la première fois en 29 ans, le sol sous mes pieds m'appartenait. Je ne réagissais pas à leur chaos, je définissais les paramètres de leur existence dans mon monde. Mon ordinateur portable brillait d'un autre type de lever de soleil, celui fait de faits, de chiffres et d'une rétribution silencieuse. J'ai pris une gorgée de mon café noir et j'ai regardé l'eau. La brume commençait à se dissiper, révélant le bleu froid et profond en dessous. J'étais prête. Je ne me contentais plus de vérifier le grand livre. Je fouillais dans les fondations de mon propre crédit. L'achat de la maison au bord du lac avait nécessité une plongée profonde dans mon historique financier, et bien que la banque m'ait donné son accord, quelque chose dans les petits caractères taraudait mon esprit d'analyste juridique. J'ai ouvert mon rapport de crédit complet, la longue liste clinique de chaque dette et de chaque demande attachée à mon nom au cours de la dernière décennie. Et c'était là, une ligne nichée dans un sous-menu de compte fermé, un crédit garanti par hypothèque. Le montant était de 36 000 €. Il était lié à la maison précédente de mes parents, celle qu'ils venaient de quitter. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il est devenu froid, comme l'eau au fond du lac. J'ai regardé la date d'ouverture du compte, 12 juin 2024. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, fixant l'écran jusqu'à ce que les chiffres deviennent flous. Je me souvenais parfaitement de juin 2024. J'avais passé tout ce mois à Londres. Je travaillais sur une fusion transfrontalière qui exigeait que je sois dans un bureau sécurisé à Canary Wharf de 8 h du matin à minuit, chaque jour. Je n'avais pas été dans le pays, et encore moins dans le bureau d'un notaire de ma ville natale. J'ai retrouvé mes anciens dossiers de voyage et relevés bancaires de ce mois-là. Il n'y avait aucun vol de retour. Il n'y avait que des frais pour les transports en commun de Londres et du café hors de prix dans la capitale britannique. J'ai regardé à nouveau la copie numérique de la demande de crédit garanti par hypothèque. C'était là, ma signature, ou plutôt, une version de celle-ci. C'était une imitation pratiquée et tremblante de mon écriture, apposée sur un document qui me listait comme co-garante pour 36 000 €. Ils n'avaient pas seulement abusé de ma gentillesse. Ils avaient commis une usurpation d'identité. Ma mère avait gardé un dossier numérique de mes documents sensibles, ma carte de sécurité sociale et mes déclarations de revenus antérieures des années où je gérais leurs finances. Ils avaient contourné la vérification physique de la banque en utilisant un portail de demande en ligne et un notaire local qui était un ami de longue date de la famille. Quelqu'un qui ne posait pas de questions quand ma mère prétendait que j'étais en voyage d'affaires mais que j'avais déjà signé les papiers à l'avance. Ils ont transformé ma loyauté d'enfant en une arme numérique. Ils avaient falsifié mon nom pour emprunter de l'argent qu'ils savaient ne jamais pouvoir rembourser, utilisant ma parfaite cote de crédit comme leur garantie personnelle. Ce n'était pas une urgence familiale ou un malentendu. C'était un crime. La voix de ma mère au téléphone résonnait dans ma tête. Nous emménageons demain. Ton père a dit que c'est d'accord. Soudain, leur précipitation à emménager chez moi prenait tout son sens. Ils ne cherchaient pas seulement une chambre d'amis. Ils fuyaient les décombres du château de cartes financier qu'ils avaient construit, en utilisant mon nom comme fondation. Ils avaient vendu leur maison pour couvrir d'autres dettes, mais ces 36 000 € étaient toujours là, suspendus au-dessus de ma tête comme une guillotine. Je me suis frotté les yeux, mais je ne me sentais plus fatigué. J'avais l'impression d'être de retour au tribunal, face à un accusé qui venait d'être pris en flagrant délit de mensonge. C'était le coup de grâce. Dans un litige, il y a toujours une preuve qui fait s'effondrer toute la défense. C'était celle-là. Je n'ai pas appelé la police. Pas encore. J'ai simplement téléchargé le document et l'ai sauvegardé dans un dossier intitulé « Preuve ». La trahison n'était pas un orage soudain. C'était une lente pourriture que j'avais finalement décidé d'exposer à la lumière. J'ai alors réalisé qu'il n'y avait pas de retour possible vers le statut de « bonne fille ». Cette Amélie était morte, enterrée sous 36 000 € de dettes falsifiées.
Alors que je regardais les premiers vrais rayons de soleil frapper la surface du lac, j'ai réalisé que je ne protégeais plus seulement ma maison. Je me préparais à poursuivre mon passé en justice. Le bruit des pneus sur le gravier a annoncé leur arrivée exactement à midi. J'ai observé depuis la fenêtre du salon le VUS noir entrer dans mon allée, suivi de près par l'énorme camion de déménagement jaune que j'avais vu sur la photo. Il ressemblait à une ombre prédatrice suivant son éclaireur, les deux véhicules s'arrêtant avec la confiance mal acquise d'une armée d'invasion. Martine est sortie la première, ses yeux balayant immédiatement le revêtement en cèdre et la grande terrasse avec un air de satisfaction prédatrice. Elle ne regardait pas ma maison comme un lieu de guérison, elle inspectait son nouveau royaume. Gérard a suivi, les épaules voûtées, portant cette même expression absente qu'il avait eue toute ma vie, le visage d'un homme qui regarde sa femme allumer des feux et se contente de lui tendre les allumettes. Ils n'ont pas frappé. Martine a poussé la porte d'entrée et est entrée dans le hall comme si elle franchissait une ligne d'arrivée. Elle ne m'a pas regardé, elle a regardé la poussière sur les plaintes. « Amélie, tu aurais vraiment dû balayer avant notre arrivée » a-t-elle lancé, sa voix résonnant sous les hauts plafonds. La critique est arrivée avant l'affection, comme toujours. Gérard se tenait derrière elle, une ombre silencieuse dans l'embrasure de la porte. Je me tenais fermement au centre du hall, bloquant physiquement le passage vers le reste de la maison. J'avais vu assez de cas juridiques pour savoir qu'une fois qu'ils auraient déplacé leur carton au-delà de ce seuil et dormi une seule nuit, ils pourraient revendiquer le statut de résident. Je n'allais pas laisser une seule valise toucher mon sol avant que les termes ne soient signés et que le piège ne soit tendu. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas offert de câlin ni de verre d'eau. Je me tenais simplement près de la table de la salle à manger où 3 épais classeurs blancs reposaient en une rangée soignée. « J'ai préparé quelque chose pour vous » ai-je dit. Ma voix était égale, presque détachée. Martine s'est arrêtée, une lueur de suspicion traversant son visage. « Oh, s'il te plaît, Amélie, ne commence pas avec le drame » a-t-elle dit en agitant la main d'un air dédaigneux. « Nous avons conduit pendant des heures. Nous voulons juste nous installer dans notre chambre. » Laquelle est la nôtre? Celle avec vue sur le lac? Je n'ai pas répondu. J'ai fait un geste vers la table. J'ai ouvert le premier classeur et je l'ai fait glisser vers elle. Ceci est l'audit détaillé des 12 dernières années, lui ai-je dit. 105 000 €. Chaque paiement de loyer que j'ai couvert, chaque facture médicale que j'ai payée, chaque luxe que vous avez exigé sous le prétexte d'une urgence. Le visage de Martine s'est crispé. Es-tu sérieusement en train de facturer tes parents, a-t-elle exigé, sa voix montant dans ce registre familier d'indignation pleine de suffisance. Gérard s'est agité, mal à l'aise, regardant le sol. Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai ouvert le deuxième classeur. Ceci est une copie de la demande de crédit garantie par hypothèque de juin 2024, ai-je dit. 36 000 €. Elle comporte une signature qui ressemble remarquablement à la mienne, malgré le fait que j'étais à 3000 miles de distance, à Londres, le jour où elle a été notariée. La couleur a quitté le visage de Martine si rapidement que c'en était presque cinématographique. Le silence qui a suivi était lourd, suffocant et absolu. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est un crime, mère. C'est une usurpation d'identité et une fraude bancaire. J'ai les dossiers de voyage et les preuves scientifiques pour prouver que je n'étais pas là. Et ne pense pas que ton ami de la famille au bureau du notaire soit en sécurité non plus. J'ai déjà rédigé une plainte formelle auprès du garde des Sceaux pour faire révoquer sa commission, ainsi qu'une poursuite civile pour négligence professionnelle. Je démantèle tout le réseau que vous avez utilisé pour me trahir, en commençant par quiconque a osé apposer un sceau légal sur vos mensonges. J'ai ouvert le troisième classeur. Ceci est un contrat de location à court terme. Si vous restez en tant que locataire. Vous paierez 3 200 € par mois. Vous signerez ce contrat, qui inclut une clause stipulant que vous rembourserez les 36 000 € que vous avez volés dans les 24 mois, où je remettrai ce deuxième classeur au procureur. L'explosion que j'attendais est finalement arrivée. Martine a crié que j'étais ingrate, que j'étais un monstre, et que la famille ne se fait pas ça. Mais pour la première fois de ma vie, ces mots n'avaient aucune prise. J'étais une roche grise. J'étais une salle d'audience. J'étais la loi dans ma propre maison. Gérard a finalement parlé, la voix tendue. Amélie, c'est extrême. Non, ai-je répondu calmement. Ce qui était extrême, c'était de supposer que vous pouviez prendre ma vie quand cela vous arrangeait.
Vous pensiez que l'autorité voyageait avec vous. Ce n'est pas le cas. Elle est restée à la porte. Vous pouvez signer le contrat et payer votre dû, ou vous pouvez remonter dans ce VUS et trouver un autre endroit. Le choix vous appartient entièrement, et pour une fois, vous n'avez aucun pouvoir sur le résultat. Martine a regardé autour de la pièce, et pour la première fois, elle l'a vue pour ce qu'elle était, une forteresse qu'elle ne pouvait pas franchir. Elle paraissait plus petite, soudainement plus âgée. Ils n'ont pas signé. Ils ne pouvaient pas se le permettre. Sans un mot, Martine s'est retournée et a franchi la porte, ses talons claquant sèchement sur le bois. Gérard l'a suivi, un renfort silencieux jusqu'à la toute fin. Je suis resté sur la terrasse et je les ai regardés s'éloigner, l'océan de pain vert avalant le VUS. La peur qui avait défini ma vie s'est dissoute en une certitude froide et belle. J'étais enfin seul, et pour la première fois, j'étais en sécurité. Le bruit de leur moteur s'est estompé au loin jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le vent dans les pins. Je suis resté longtemps sur la terrasse, à regarder le soleil descendre vers les montagnes. Le lac était d'un bleu profond et imperturbable, faisant écho à la quiétude qui était enfin revenue dans ma maison. Dans les films, ce moment aurait été bruyant et une musique triomphante ou un effondrement dramatique en larmes. Mais ma victoire était silencieuse. C'était le son d'une porte lourde qui se verrouillait enfin. C'était le sentiment d'une dette réglée, non pas avec de l'argent, mais avec la vérité. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai regardé les 3 classeurs blancs posés sur la table. Ils ressemblaient à de simples fournitures de bureau, mais ils étaient les plans de ma libération. Je les ai pris et les ai mis dans un tiroir. Je n'avais plus besoin de regarder les chiffres. 105 000 € de soutien documenté. 36 000 € de dettes falsifiées. Ces chiffres ne définissaient plus ma valeur. Ils définissaient la distance que j'avais parcourue pour me sauver. J'ai versé le reste de mon café dans l'évier et j'ai réalisé que pour la première fois en 29 ans, je n'attendais pas que le couperet tombe. Je ne me préparais pas à un appel téléphonique. Je vivais, tout simplement. Au cours des semaines suivantes, le silence de la maison est devenu mon meilleur ami. Je n'ai plus eu de nouvelles de Martine ou de Gérard. Plus de textos sur le devoir familial ou les cœurs brisés. Quand vous montrez à un prédateur la cage que vous avez construite pour lui, il revient rarement tester les barreaux. Je passais mes matinées à regarder la brume et mes après-midi à marcher le long du rivage. J'avais échappé à la pression écrasante dans ma poitrine, et à sa place, j'ai trouvé une force stable et tranquille. En repensant à cette nuit, j'ai fini par réaliser quelque chose que je pense que beaucoup d'entre nous ont du mal à admettre. On nous enseigne souvent que la famille est un contrat inconditionnel, un lien qui justifie n'importe quelle quantité de sacrifice de soi. Mais j'ai appris que l'amour sans respect n'est que du contrôle portant un masque plus doux. Si vous vous trouvez dans une situation où votre paix est traitée comme une marchandise, souvenez-vous que vous avez le droit de réaliser un audit de votre propre vie. Vous avez le droit de compter le coût de votre loyauté. Nous restons souvent dans des situations toxiques à cause du coût irrécupérable, l'idée que parce que nous avons déjà tant donné, nous devons continuer à donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mais la vérité est que la seule façon d'arrêter de perdre est d'arrêter de payer. Le pardon est une chose merveilleuse, mais ce n'est pas une exigence pour votre guérison. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est d'être froid et clinique. Parfois, la seule façon de trouver votre voie est de laisser le silence parler. Le pardon n'est pas toujours pour l'autre personne. Parfois, c'est juste l'acte de se libérer de l'attente qu'ils changeront un jour. Je n'ai pas reçu d'excuses et je n'ai pas récupéré mes 36 000 €, mais j'ai récupéré mon avenir. J'ai appris que « non » est une phrase complète et que les limites ne sont pas destinées à punir les autres, elles sont destinées à protéger la version de vous qui a enfin appris à respirer. Si vous êtes aujourd'hui devant votre propre bouton « Envoyer », tremblant et effrayé, sachez simplement que la paix de l'autre côté vaut chaque parcelle de la lutte. Si cette histoire a résonné en vous, ou si vous avez déjà dû tracer une ligne dure avec votre famille pour sauver votre propre santé mentale, dites-le moi dans les commentaires. Votre paix vaut le prix de leur inconfort. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il a le droit de se choisir. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de réappropriation et de justice.